Binyamin Netanyahou veut se retirer de la vie politique. Binyamin Netanyahou est un homme usé, fatigué, qui sait qu'il ne peut plus donner grand-chose au pays maintenant, dans la situation actuelle. Il veut donc se retirer, mais dans de bonnes conditions, avec un parti en ordre de marche, avec un parti qui ait le plus de sièges possible, et avec un successeur qu'il aimerait choisir. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Philippe Velilia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on le voit, l'activité parlementaire est très intense. Il faut supposer qu'au cours des prochaines nuits, eh bien, les parlementaires, les députés de la Knesset vont passer des nuits blanches à voter, on va dire, les derniers projets de loi qui ne sont pas négligeables, qui sont importants. On a le sentiment que la Knesset n'a quasiment rien fait pendant 4 ans et que là, elle est en train de tenter de faire voter un maximum de lois avant d'être dissoute vendredi. Alors d'abord, la loi sur la loi fondamentale sur la centralité de l'étude de la Torah, elle a été votée la nuit dernière en seconde et troisième lecture avec une majorité absolue, on va dire, de députés de la Knesset. La question que je voudrais vous poser d'abord, c'est est-ce que vous pensez que cette loi peut passer, on va dire, l'examen de la Cour suprême ou elle risque d'être bloquée au niveau de la Cour suprême ? Une loi fondamentale, à savoir une loi de valeur constitutionnelle, et normalement, la Cour suprême n'invalide pas de loi de valeur constitutionnelle puisqu'elle est elle-même chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc il y a une difficulté juridique. Mais si cette difficulté est écartée, je pense qu'elle censurera cette loi. Mais au-delà des aspects techniques, il faut bien voir pourquoi une telle loi. À la limite, ça ne sert à rien de dire que l'étude de la Torah est une valeur centrale. Tous les juifs le savent. Non, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de la loi, il y a des clauses qui mettent, par exemple, sur le même piédestal les réservistes et leur statut, enfin, on va dire les avantages dont ils puissent bénéficier. C'était les premières versions. Voilà. Mais la dernière version, c'est simplement, ça tient en une phrase que je cite de mémoire, l'étude de la Torah est une valeur centrale pour le peuple juif et l'État d'Israël, quelque chose comme ça. Bon, c'est une évidence. En fait, ce qu'a voulu dire la Knesset, c'est que sur la base de cette loi constitutionnelle, pourront être votées d'autres lois qui exempteront les ultra-orthodoxes ad vitam aeternam du service militaire et on pourrait leur accorder encore d'autres droits. Moi, je crois que la Knesset a fait une faute morale et politique. Elle a proclamé son souci de maintenir l'inégalité entre les ultra-orthodoxes et le reste de la population. Le reste de la population, c'est-à-dire quand même plus de 80% des Israéliens, ne veulent pas de cette inégalité. Et je crois que là, la Knesset et la majorité, la coalition, a vraiment faute. Alors, vous avez le sentiment que cette loi, elle peut affecter le Likoud en particulier, le fait que Binyamin Netanyahou était absent hier lors du vote. Le fait qu'il se soit absenté, ça n'est pas innocent. Ce n'est pas pour aller boire un verre à la cafétéria de la Knesset. C'est parce qu'il sait très bien qu'une partie des électeurs du Likoud, et même sans doute la majorité, puisque la majorité des électeurs du Likoud font le service militaire et leurs enfants aussi, désapprouvent totalement sa politique vis-à-vis des ultra-orthodoxes. Et donc, il a préféré prendre cette précaution. Cela dit, on sait très bien qu'il est derrière. Donc, je crois que c'est parce qu'il était obligé par ses alliés qu'il a fait voter cette loi. Mais c'est très bien que non seulement ça ne lui rapportera pas électoralement, mais ça risque de lui coûter électoralement. Alors justement, il y a une seconde loi qui doit être votée très rapidement, en tout cas au moins selon l'ultimatum lancé par les partis orthodoxes. Il s'agit de la loi, on va dire, qui gèle, on va dire, toute procédure d'arrestation de réfractaires au service militaire dans le monde orthodoxe. Cette loi, elle a suscité une démarche qui est assez inhabituelle, rarissime même, on va dire, de la part du chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, qui a écrit une lettre au Premier ministre en lui disant « c'est pas possible, nous ne pouvons pas à la fois d'un côté mobiliser sans cesse les mêmes réservistes pour défendre les frontières et de l'autre côté cautionner une dispense de service militaire à travers ce projet de loi. Il a bien fait, le chef d'état-major, de taper du poing. Il a bien fait, c'est son rôle. C'est de mettre en garde les pouvoirs publics contre les dispositions qui peuvent nuire à la sécurité du pays. Il ne s'agit pas de nuire à la gauche ou à la droite, ou d'être favorable à la gauche, à la droite ou au centre. Il s'agit de la sécurité du pays. Vous comme moi, nous avons dans notre entourage des jeunes
des jeunes hommes, il y a également quelques jeunes femmes qui ont fait 100 jours, 200 jours, 300 jours. Moi, j'en connais un jusqu'à 500 jours. Et cette même personne, elle a dit à ses officiers la semaine dernière, je ne reviendrai pas. Ça suffit. Et derrière ce ça suffit, ce sont tous les réservistes qui pensent que ça suffit, que eux se sacrifient. Et j'emploie ce terme fort à dessein, se sacrifient alors que d'autres jeunes de leur âge sont dispensés et en plus bénéficient d'aides financières. C'est absolument insupportable pour ces jeunes, pour leurs parents, pour leurs enfants, parce qu'ils ont souvent des enfants, pour leurs conjoints, de penser qu'ils risquent leur vie et que d'autres sont exemptés de ce risque et en plus on leur donne des avantages. C'est insupportable. Avant la guerre, c'était ressenti comme quelque chose d'injuste. Aujourd'hui, c'est ressenti comme quelque chose d'insupportable. Et c'est une seconde faute de la Knesset et de la coalition. Alors justement, ou de faire voter cette loi cette nuit. Voilà, et là, il y a aussi, d'une certaine manière, une colère qui vient cette fois de la mouvance sioniste religieuse, qui sert de manière très massive dans la réserve militaire, et qui dit nous ne pouvons pas cautionner cela, et ça risque de se retourner là encore contre Binyamin Netanyahou et contre le Likoud, de telle sorte que on est à 3 mois des élections, hein, on sait que maintenant elles se tiendront le 27 octobre, mais d'un autre côté, on est en train de voir, est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste à un effritement du fameux bloc, ce bloc qui a tenu les 5 campagnes électorales de 2019 à 2021, ce bloc qui a tenu 4 années de turbulence depuis le 7 octobre. Est-ce que vous avez le sentiment que ce bloc est en train de s'effriter ? Oui, tout à fait. Et pour une raison très simple. Vous connaissez le proverbe, les situations d'échec sont mauvaises conseillères. Lorsqu'on regarde les sondages, on voit que l'actuelle coalition n'a à peu près aucune chance d'être conduite au pouvoir. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'opposition va gagner, mais il y a une forte chance qu'on ait une période d'instabilité. Et justement, Binyamin Netanyahou, qui n'est pas né de la dernière pluie, et qui est sans doute le politicien le plus expérimenté du pays, dit dans une situation d'incertitude, comme cela risque d'être le cas pendant des mois et des années après les élections, il faut que je puisse reconstituer mon bloc, qui a toujours été celui qu'il a voulu, la droite, l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Et c'est la raison pour laquelle il fait voter ces lois aujourd'hui, même s'il s'absente parfois pour sauver un peu son image de marque. Alors justement, au Likoud aussi, on va dire, je dirais que le torchon brûle parce que le Premier ministre a l'intention de présenter, de faire introduire dans la liste électorale du Likoud au moins 8 figures, 8 personnalités de son choix, parmi les 30 ou 32 premières personnalités de la liste électorale du Likoud, ce qui déjà suscite beaucoup de tensions, en particulier de la part des députés qui risquent d'être écartés. Là, vous pensez que c'est légitime de la part de Binyamin Netanyahou, qui dit que d'une certaine manière, s'il a aujourd'hui entre 25 et 30 députés selon les sondages, eh bien, c'est tout de même grâce à sa personnalité, et donc le Likoud vit grâce à son crédit ou à sa popularité à lui. Est-ce que c'est légitime, à votre avis, de la part de Binyamin Netanyahou, d'exiger des réformes, on va dire, dans la présentation de la liste électorale ? Non, mais là aussi, il pense à l'avenir. On sait qu'aujourd'hui, le Likoud a 32 députés, plus 4 qui se sont rajoutés, c'était la dissidence qui donne ça. N'en parlons pas, parce qu'en plus, cette dissidence, elle est en voie de disparition. Il a 32 sortants, et parmi ces sortants, il sait qu'il y en a un certain nombre qui donnent une très mauvaise image du parti. On peut citer les noms, il y a Dodi Amsallem, il y a Tali Gottlieb, il y en a d'autres encore. Et il pense qu'en les éliminant et en mettant des personnalités beaucoup plus consensuelles, beaucoup plus conformes à l'image qu'il voudrait de son parti, il peut rehausser le prestige de son parti. Il a tort ou il a raison ? Il n'arrivera pas à 32 sièges. Il n'arrivera pas à 32 sièges, mais avec ses personnalités, il espère limiter les dégâts. Et là encore, il pense à l'avenir. Il pense à cette situation où il n'y aurait pas ni coalition, ni opposition, mais la situation qui n'est pas imaginaire. On l'a connue entre 2019 et 2021. On l'a connue au prix de 5 élections successives. Il pense que dans cette situation, il faut qu'il ait un parti présentable et qu'il soit prêt à mener le combat pendant des mois et des années. D'autant, ne négligeons pas cet aspect, qu'il y a un aspect, il y a une question personnelle. Binyamin Netanyahou veut se retirer de la vie politique. Il ne le dit pas comme ça, mais tout le montre. Il en avait laissé déjà quelques signes avant 2022,
On a aujourd'hui encore d'autres aussi. Il y a son état de santé aussi, personne n'en parle, mais il faut bien prendre cela en compte, même si c'est pas très élégant de le faire, et je le reconnais. Mais Benjamin Netanyahou veut se retirer de la vie politique. Mais là, cet avis que vous émettez, Philippe, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas limpide. Hein. C'est-à-dire, non, c'est pas limpide. On a au contraire le sentiment que. 3 mois avant. Oui, mais on a un homme politique ne dit jamais qu'il va se retirer 3 mois. Oui, mais on a le sentiment d'un Benjamin Netanyahou qui est investi d'une mission presque messianique et qui ne se retirera pas qu'à une seule condition, si on le retire. On n'a pas véritablement le sentiment que Netanyahou veut partir. C'est bien la perspective. C'est que le Likoud n'est pas un succès considérable aux prochaines élections, et ce serait donc l'occasion pour lui de dire je me retire. Et surtout, il veut présenter un successeur. On sait tous ce qu'il pense à Yossi Cohen. Yossi Cohen fait partie des 8 qu'il voudrait mettre sur la liste. Je ne sais pas si ça se fera parce que Yossi Cohen n'a pas envie d'être simple député, ni même simple chef de l'opposition. Yossi Cohen, il veut être Premier ministre. Donc c'est en cas de succès de l'actuelle coalition qu'il pourrait l'être. C'est assez problématique. Mais Benjamin Netanyahou, il y a un précédent. Quand il a perdu l'élection en 1999, il s'est retiré momentanément parce qu'à l'époque il était jeune. Là, s'il se retire, on sait que ce sera définitif. Benjamin Netanyahou est un homme usé, fatigué, qui sait qu'il ne peut plus donner grand-chose au pays maintenant, dans la situation actuelle. Il veut donc se retirer, mais dans de bonnes conditions, avec un parti en ordre de marche, avec un parti qui ait le plus de sièges possible, et avec un successeur qu'il aimerait choisir. Mais on en avait parlé une fois à votre micro. En général, les hommes politiques n'arrivent pas à placer leur successeur pour tout un tas de raisons qui parfois leur échappent à eux-mêmes. Donc, en fait, Benjamin Netanyahou est en train de préparer un avenir qu'il imagine beaucoup moins resplendissant. C'est pas lui. En 2022. Vous dites pas, comme le disait le général de Gaulle, après moi le déluge. C'est-à-dire, vous avez vraiment ce sentiment non, justement, c'est pas après moi le déluge. C'est après moi le Likoud vivra, et après moi surtout l'idéologie qui est la mienne, celle du camp national, comme il dit, celle qui est l'idéologie de son père, de sa famille personnelle et de sa famille politique depuis toujours, à savoir l'idéologie du Grand Israël. Elle vivra après moi. C'est un petit peu ça. Alors une dernière question, on va dire un mot sur l'opposition. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que justement les partis politiques qui sont de fins, on va dire les dirigeants des partis politiques orthodoxes qui sont en général aussi de fins politiciens remarquent qu'on est sur la fin du règne de Benjamin Netanyahou et qu'ils sont prêts aujourd'hui à choisir une autre alternative en la personne de Gadi Eisenkot? C'est possible que les partis orthodoxes puissent siéger dans un gouvernement dirigé par Gadi Eisenkot avec la présence de... Pas les partis, mais une partie de l'électorat ultra-orthodoxe. En particulier, une partie de l'électorat de Chasse, où il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux, ou qui le sont beaucoup moins que les hommes en noir. Ils pourront choisir, esprit tranquille, Gadi Eisenkot, parce qu'ils ont été autorisés en quelque sorte par leur autorité morale, qui est le Rav David Yosef, l'ancien grand rabbin Sfarad d'Israël, le fils du Rav Ovadia Yosef, qui a donné en quelque sorte sa caution pour cette petite trahison politique. Le Rav David Yosef est un fin politique. Oui, le Rav David Yosef, c'est un leader spirituel, c'est pas tout à fait un leader politique. Le leader politique, ça reste Aryeh Deri. Les grands rabbins font de la politique aussi. Hein. Oui, non, d'accord. Mais Aryeh Deri, le leader politique, lui, semblait avoir résolument compris, on va dire, les changements qui étaient intervenus depuis l'époque où lui-même était ministre pendant on va dire, les accords d'Oslo. Et qu'aujourd'hui, on va dire, l'électorat de Chasse, c'est un électorat de droite. Oui, c'est vrai, mais vous savez, Gadi Eisenkot est en train de prendre des voix à la droite aussi. Donc c'est un petit peu ce qui se dessine vers le 27 octobre, à savoir que Gadi Eisenkot élargira son électorat. Aujourd'hui, c'est un électorat qui venait de son camp, le camp de l'opposition, mais les sondeurs le disent, ils sentent un frémissement, et Gadi Eisenkot favorise ce frémissement. Il a fait depuis plusieurs semaines une tournée dans les villes de la périphérie où tous les maires sont Likoud, et il sent bien qu'il y a une partie de l'électorat qui se tourne vers lui pour 2 raisons. La première, c'est qu'il vient de ce monde. Il vient d'une famille d'immigrés marocains, une famille pauvre, qui était elle aussi dans les villes de développement. Et secondement, parce que dans cet électorat pauvre, il y a aussi de la déception vis-à-vis du gouvernement de Benjamin Netanyahou. N'oublions pas également que les villes du Sud ont été très touchées
par le 7 octobre. À Dimona et à Ofakim, ils n'auront pas forcément un bon souvenir de la coalition actuelle. Eh bien, Philippe Velilia, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ces démarches. Pour l'instant, on va dire au sein de la Knesset en particulier, qui termine son mandat dans quelques jours, mais également dans l'ensemble de l'échiquier politique israélien qui est en pleine effervescence, en pleine turbulence. Les choses vont devoir se décanter. On est d'accord sur un point. Tout sera déterminé à la veille de la présentation des listes électorales, n'est-ce pas? C'est un peu cela que... Normalement, oui. Normalement, donc 45 jours avant le 27 octobre, ça nous met un petit peu avant les fêtes, ça nous met le début septembre. On y verra beaucoup plus clair sur la carte électorale et on pourra faire des prévisions beaucoup plus précises. Mais pour l'instant, il est évident que les partis sont en train de se positionner, de mettre au point leur liste, de mettre au point leur discours. Ça n'est pas la moindre tâche et on y verra plus clair au fil des mois de l'été. Et puis, bien évidemment, début septembre, les choses seront faites et ensuite, il y aura la campagne électorale qui sera très brève parce que les fêtes se terminent le 2 octobre et on vote le 27 octobre. Il y aura 3 semaines de campagne, c'est tout. Voilà. Eh bien, on aura l'occasion de se reparler. Merci, avec votre permission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à avoir. Et à bon 14 juillet à nos auditeurs français. Merci beaucoup, Philippe Velilia, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt.